Deuxième partie. La haute reine. Chapitre 12. Loin vers le nord, où Lot était roi, la lande bleue avait disparu depuis des mois, sous un épais tapis blanc noyé dans un brouillard opaque. Les rares jours où le soleil perçait les nuages, les hommes sortaient pour chasser, mais les femmes, elles, restaient à l'abri des hautes murailles du château. Morgause, qui maniait négligemment son fuseau, car elle détestait toujours autant filer, sentit tout à coup un courant d'air glacial s'engouffrer dans la salle, et leva les yeux. « Il fait trop froid pour ouvrir cette porte, Morgane !» s'exclama-t-elle sur un ton de reproche. « Vous vous plaignez sans cesse des intempéries, et voilà que maintenant vous voudriez toutes nous transformer en glaçons. »« Quand me suis-je plainte ? Je n'ai pas ouvert la bouche depuis ce matin, » gémit Morgane. « Mais on étouffe, et cette fumée vous prend à la gorge. J'ai simplement besoin de respirer un peu d'air frais. C'est tout. » Elle ferma la porte et revint s'asseoir près de l'âtre en frissonnant. « Le petit être qui repose en vous aspire toute votre chaleur, » reprit Morgause. « Il est heureux, bien au chaud dans son nid, mais sa mère grelotte. C'est toujours ainsi. » Sans répondre, Morgane revint se blottir près du feu en se frottant les mains comme si elles lui faisaient mal. Les joues creuses, le ventre ballonné, la jeune femme n'était vraiment plus que l'ombre d'elle-même. Les cernes de ses yeux semblaient s'être agrandies, et ses paupières étaient devenues rouges, à force de trop pleurer. Elle portait une vieille robe de sa tante, en grosse toile élimée, d'une vague couleur bleuâtre, beaucoup trop longue, et presque en loques. Se laisser aller exaspérait Morgause, et plus encore, le fait que Morgane n'ait pas émis une seule fois l'idée de prendre une aiguille pour raccourcir la jupe. Quant à ses chevilles, elles étaient tellement enflées qu'elles débordaient de ses chaussures, probablement parce qu'en cette fin d'hiver, il n'y avait plus pour toute nourriture que du poisson salé et de très rares légumes. Ses cheveux, enfin, étaient aussi négligés que sa tenue. Sales, emmêlés, réunis à la hâte en une natte trop lâche, on aurait dit qu'il n'avait pas été coiffé depuis des semaines. Soudain, Morgane se leva, et, se détournant de l'âtre, elle attrapa un peigne sur un coffre, prit sur ses genoux l'un des minuscules chiens de Morgause et commença à le peigner nerveusement. Mieux vaudrait qu'elle coiffe sa propre chevelure, pensa Morgause, mais elle préféra ne rien dire, la voyant si visiblement tendue et mal à l'aise. « Il n'y en a plus pour longtemps, Morgane, » l'encourageait-elle gentiment. « À la Chandeleur, vous serez certainement délivrée. »« Ah, que le temps me dure !» s'exclama la jeune femme, libérant d'une petite tape sur la tête le chien, qui sauta à terre sans demander son reste. « Je vais ranimer le feu, » intervint Bess, l'une des servantes, posant son fuseau et jetant sa quenouille dans un panier. « Il fait presque nuit, et les hommes seront bientôt là. » En se levant, elle trébucha sur un morceau de bois qui traînait par terre. « Gareth, vilain diable, voulez-vous ranger tout cela ?» gronda-t-elle, éparpillant du pied les petits bâtons avec lesquels jouait l'enfant. « Non, il ne faut pas toucher à mes soldats, c'est mon armée !» s'exclama rageusement l'enfant. « Bess a raison, Gareth, il va faire nuit. Vos soldats doivent aller dormir dans leur tente, ne croyez-vous pas ?» interrogea affectueusement Morgause. Sensible à l'argumentation, le petit garçon fit une moue comique, rangea ses bâtons, mais en dissimula quelques-uns sous les plis de sa tunique, les plus beaux, ceux que Morgane avait grossièrement sculptés avec son couteau et teintés de rouge, avec du jus de baie. « Morgane, pourrez-vous me faire un autre chevalier romain ?»« Plus tard, Gareth. Pour l'instant j'ai trop mal aux mains. Demain peut-être. » « Quand serai-je assez grand pour aller à la chasse avec mon père et à Gravin ?» bougonna l'enfant d'un air renfrogné. « Bientôt, » répondit Morgane dans un sourire. « Bientôt, lorsque tu auras appris à ne pas perdre ta route dans une bourrasque de neige. »« Mais j'ai 5 ans. »
Je suis déjà grand, répliqua-t-il, se haussant de son mieux sur la pointe de ses petits pieds. Je m'ennuie ici, il n'y a rien à faire. Veux-tu que je t'apprenne à filer? Cela t'empêchera de te sentir désœuvré, reprit Morgan en lui tendant la quenouille abandonnée par Bess. Mais le petit garçon tourna immédiatement les talons, l'air furieux. Je serai bientôt chevalier. Croyez-vous que les chevaliers apprennent à filer comme les filles? Rarement, tu as raison, reconnut Morgan sérieusement. Je connais pourtant l'histoire d'un chevalier qui dut apprendre à filer. Viens, je vais te la raconter. Assieds-toi. Non, pas sur mes genoux. Tu es trop lourd pour moi, sur le banc. Voilà. Autrefois, il y a très très longtemps, bien avant l'arrivée des Romains, il y avait un petit garçon qui s'appelait Achille. On lui avait jeté un mauvais sort et une vieille sorcière avait prédit à sa mère qu'il mourrait dans une bataille. Aussi, pour le protéger, l'habillait-elle avec des jupes et le faisait-elle élever uniquement par des femmes qui lui avaient appris à filer, à tisser et à faire tout comme elle. Et il est mort dans une bataille? Oui, car lorsque la cité de Troie fut assiégée, tous les hommes reçurent l'ordre de se rendre au combat. Achille se joignit donc à eux, et ce fut le plus courageux de tous. On raconte même qu'il avait eu le choix entre vivre une longue vie sans danger et mourir vieux, dans son lit, oublié de tous, ou bien mourir jeune, en pleine gloire. C'est cette seconde solution qu'il a choisie, et le monde entier parle encore de ses exploits. Moi, quand je serai chevalier, rêva tôt le petit garçon, je serai le champion dans toutes les guerres, et je gagnerai tous les prix dans les jeux. Qu'est-il arrivé à Achille? Je ne m'en souviens plus très bien. On m'a raconté cette histoire il y a très longtemps, à la cour d'Uther, répondit Morgan, portant soudain les mains à ses reins, tenaillé par une violente douleur. Parlez-moi alors des chevaliers d'Arthur, Morgan. Puisque vous connaissez Lancelot, dites-moi, a-t-il tué des dragons? Ne l'ennuie pas, Gareth. Tu vois bien qu'elle est très fatiguée, l'interrompit Morgause. Va plutôt aux cuisines et tâche de trouver une galette d'avoine. Tout dépité, Gareth reprit son air maussade et se dirigea vers la porte. Sortant des plis de sa tunique, l'un de ses petits chevaliers sculptés, il lui dit à voix basse. Lancelot, mon chevalier, venez avec moi. Tous les deux, nous allons tuer les dragons du lac. Dire que cet enfant ne parle que de soldats et de bataille, soupira Morgause d'un air excédé. N'est-ce donc pas suffisant de savoir Gauvin à la guerre avec Arthur? Espérons que lorsque Gareth sera grand, la paix sera enfin revenue. Mais oui, nous connaîtrons enfin la paix, marmonna Morgan, l'air complètement absent. D'ailleurs, cela est sans importance, car il mourra de la main de son meilleur ami. Que dites-vous là? Hurla Morgause, devenue soudain pâle comme une morte. Mais devant l'expression de détresse infinie de la jeune femme, elle la secoua doucement, poursuivant d'une voix étranglée. Morgane, qu'y a-t-il? Vous sentez-vous plus mal? Morgane, répondez-moi, je vous en supplie. Sans doute avez-vous rêvé les yeux grands ouverts. Vous devriez vous reposer. Oui, c'est cela. Vous ne dormez pas assez et vous vous alimentez trop peu. Je ne peux plus rien avaler. Tout me donne la nausée, balbutia Morgane, semblant revenir à elle. Si au moins nous pouvions avoir quelques fruits. La nuit dernière, j'ai rêvé que je mangeais des pommes d'Avalon. Sa voix se brisa et elle baissa la tête pour cacher les larmes qui perlaient à ses cils. Mais oui, moi aussi je n'en peux plus du poisson salé, acquiesça Morgause d'une voix si douce comme si elle s'adressait à un enfant. Avec un peu de chance, l'hôte nous rapportera ce soir de la viande fraîche. Morgane, vous avez été élevée en prêtresse et vous savez jeûner. Mais vous devez penser maintenant à votre bébé et vous nourrir en conséquence. Je ferai attention à lui quand il fera attention à moi, s'exclama Morgane,
se levant avec un brusque transport. « Mon enfant, je sais à quel point les derniers jours sont pénibles. J'ai eu moi-même 4 enfants. J'aurais dû m'en débarrasser, pendant qu'il en était encore temps. Il est trop tard pour penser à ce que vous auriez pu faire ou ne pas faire. Bientôt, tout sera fini. » L'obligeant à se rasseoir, Morgause prit un peigne d'os et commença à démêler les cheveux de sa protégée. « Laissez-moi, » lança Morgane, repoussant sa tante avec impatience. « Je me coifferai plus tard. J'étais trop fatiguée ce matin pour m'en occuper. Mais si ma vue vous est à ce point pénible, donnez-moi ce peigne. Je suis encore capable de les démêler seule. »« Calmez-vous, je vous en prie, » implora Morgause. « Vous souvenez-vous lorsque vous étiez petite, atteinte à gel, et que vous pleuriez pour que ce soit moi qui vous coiffe, et non votre nourrice ? Comment s'appelait-elle ? Ah oui, Gwennis. Je m'en souviens, elle vous tirait les cheveux si fort que vous me suppliiez de prendre sa place. Laissez-moi faire comme autrefois. Voulez-vous » Capitulant soudain, Morgane se rassit. « Comme vous avez de beaux cheveux » enchaîna affectueusement Morgause. « Ils sont aussi fins que la laine d'un mouton noir, et plus brillants que la soie. » Encore un peu de courage, poursuivit-elle, se battant avec de véritables nœuds. Je vais refaire vos tresses. J'ai toujours eu envie d'avoir une petite fille, pour lui faire de jolies robes et de belles coiffures. Mais la déesse ne m'a envoyé que des fils. Tant que vous aurez besoin de moi, vous serez pour moi ma petite fille. Ne pouvant réprimer un élan spontané de tendresse, elle serra la tête brune contre sa poitrine et sentit le corps de Morgane, secoué de sanglots. « Je sais, Morgane, ce que vous éprouvez. J'ai porté Gauvin au plus dur de l'hiver, et j'avais à peine 16 ans. Comme vous, j'étais complètement affolée, et détestais mon ventre énorme, sans cesse malade, et mes reins broyés dans un étau. Je vais vous avouer une chose. Pendant toute cette attente, j'ai en cachette enfoui ma vieille poupée dans mon lit, et tous les soirs, je pleurais avant de m'endormir. Quel enfant j'étais! Aujourd'hui, ce bébé qui me causait tant de tourments est parti combattre les Saxons. Et vous, que je tenais autrefois sur mes genoux, voilà que vous allez à votre tour mettre au monde un enfant. Ah, j'oubliais de vous dire, Marged, la femme d'un des cuisiniers, vient d'avoir un garçon. Vous aurez ainsi une nourrice sous la main, à moins que vous ne préfériez nourrir vous-même votre enfant. » Morgane esquissa un geste de dégoût. « Je vous comprends. J'ai toujours ressenti la même chose avant la naissance de chacun de mes fils, » sourit Morgause. « Mais dès que je les tenais dans mes bras, je ne pouvais plus m'en séparer. » Mais Morgane n'écoutait plus. Elle s'était levée comme un automate et se mit à arpenter d'un pas mal assuré la vaste salle, les yeux perdus dans un monde qu'elle ne pouvait partager avec personne. « Elle porte son enfant bien bas, » pensa Morgause en l'observant du coin de l'œil. « Il n'y en a plus pour longtemps. » Lot avait tué un cerf, et, du grand feu allumé au milieu de la cour, montait une appétissante odeur de viande rôtie, qui s'insinuait dans tout le château. Morgane prit sur elle-même pour ne pas refuser une tranche de foie cru, dégoulinante de sang. C'était un mets de choix, habituellement réservé aux femmes enceintes. Sans chercher à cacher sa répugnance, elle l'absorba avec avidité, son corps réclamant cette nourriture, dont elle rejetait l'idée dans le même temps. Aussi, lorsqu'on lui proposa ensuite des tranches de filet, refusa-t-elle énergiquement. « Il faut manger, » lui dit sévèrement Morgause, lui servant un morceau fumant. « Vous devez vous nourrir, vous et votre enfant. »« Je ne peux pas, » gémit Morgane. « Je ne supporte plus le cerf depuis que j'en ai mangé au dernier feu de Beltane. Sa simple odeur, depuis, me donne envie de vomir. » L'enfant aurait donc été engendré au rituel du solstice d'été, pensa Morgause. Pourquoi semble-t-elle alors à ce point troublée ? Le souvenir devrait pourtant lui être doux. À en juger par ma propre expérience, les folies de Beltane n'étaient pas un supplice. La jeune fille serait-elle tombée aux mains d'un mâle particulièrement brutal ? Peut-être même a-t-elle été violée ?
ce qui expliquerait le désespoir ressenti à la suite de sa grossesse. Morgause prit un morceau de gâteau d'avoine et le trempa dans le jus de la viande. Mangez ceci alors, vous en éprouverez un grand bienfait. Je vous ai préparé aussi une tisane de pétales de rose. Je me souviens que dans votre état, j'aimais tout ce qui était un peu acide. Morgane obéit docilement, et un peu de couleur revint à ses joues. Confortablement assise entre deux chasseurs, l'hôte lui souriait amicalement. C'était sans doute un très vieil animal, mais il nous a fourni en cette saison un repas inespéré, commenta le maître des lieux. Je me réjouis de ne pas avoir été obligé de tuer une biche pleine. Nous en avons vu plusieurs, mais j'ai demandé à mes hommes de les épargner. On a même rappelé les chiens, car je veux qu'elles puissent mettre bas en paix. Mon fils, continua-t-il, vous serez bientôt assez grand pour venir chasser avec nous. Vous et le petit duc de Cornouailles. Qui est le petit duc de Cornouailles, père? Le bébé que porte Morgane. Comment ce bébé peut-il être duc? Interrogea anxieusement l'enfant, la bouche luisante de graisse. Mon père était duc de Cornouailles, intervient Morgane, et je suis sa fille unique. Lorsqu'Arthur est devenu roi, il a donné le fief de Tintagel à Igerne. C'est donc à moi qu'il reviendra, et à mes enfants. Morgane, douce amie, prenez plutôt votre harpe et chantez-nous quelque chose, interrompit l'hôte en allongeant les jambes. Morgane se leva lentement, les mains croisées sur son ventre. Dans mon état, je ne peux chanter. Si, Morgane, si, chantez-moi la chanson du dragon, supplia le petit Gareth, s'accrochant désespérément à sa jupe. À cette heure-ci, tu devrais être au lit, protesta la jeune femme, tout en se laissant fléchir. Prenant une petite harpe rangée dans un coin, elle s'assit sur un banc et attaqua gaillardement une chanson à boire. Vous n'avez certainement pas appris cette chanson à Avalon, se moqua gentiment l'hôte. En connaissez-vous d'autres de la même veine? Morgane secoua la tête négativement. Non, je n'ai plus de souffle d'ailleurs, fit-elle en reposant son instrument, visiblement très mal à l'aise. Petite, qu'avez-vous? Interrogea l'hôte avec indulgence. J'ai mal, haleta-t-elle, en se pliant brusquement en deux comme sous l'effet d'une crampe. Puis elle poussa un long gémissement, et Morgause vit soudain sa jupe se teinter d'une humidité sombre. Ce n'est rien, Morgane, la rassura-t-elle en lui prenant le bras. Le travail commence, voilà tout. Morgause appela Bess. Qu'on l'emmène dans la salle des femmes. Faites vite venir Mégane et Branwen, et surtout, dénouez-lui les cheveux. Elle ne doit rien avoir sur elle de noué ou de lié. J'aurais dû y penser tout à l'heure, lorsque je lui ai refait sa natte. Allez-y, Morgane, je vous rejoins dans un instant. Regardant pensivement la jeune femme sortir de la pièce, lourdement appuyée au bras d'une servante, Morgause se pencha vers son époux. « Je dois la rejoindre, dit-elle. C'est son premier enfant, et la pauvre a affreusement peur. »« Inutile de vous hâter, bougonna l'hôte. Elle en a sans doute pour toute la nuit. Êtes-vous donc si pressé de voir venir au monde le rival de Gauvin ?» acheva-t-il avec un sourire ambigu. « Que voulez-vous dire ?» demanda Morgause à voix basse. « Rien d'autre que ceci. Arthur et Morgane sont nés d'un même sein, et son fils sera plus proche du trône que le nôtre. »« Arthur est jeune, » répondit froidement Morgause. « Il a le temps d'avoir une bonne douzaine de fils. Pourquoi d'ailleurs aurait-il un besoin urgent d'un héritier ?»« Le sort est parfois capricieux, » s'exclama l'hôte en haussant les épaules. « Certes, jusqu'ici Arthur a été heureux dans les combats. Mais un jour, la chance peut se détourner de lui. Et, si cela arrivait, j'aimerais être sûr que Gauvin est le mieux placé pour accéder au trône. Pensez-y, Morgause, la vie d'un enfant est si fragile. Peut-être pourriez-vous demander à votre déesse de faire en sorte que le petit duc de Cornouailles éprouve quelques difficultés à respirer. Jamais je ne pourrais imaginer chose pareille,
Morgane est comme ma fille. Lot effleura d'un geste affectueux le menton de sa femme. Vous êtes une épouse et une mère aimante, Morgause, et j'en suis très heureux. Mais voyez-vous, je me demande si Morgane, elle, est en fait si désireuse d'avoir ce bébé. Je me suis laissé dire qu'elle regrettait de ne pas s'en être débarrassée. Si son enfant naissait sans souffle, elle n'en serait sans doute pas outre mesure chagrinée. Moi non plus, je l'avoue. Regardez, ma douce, poursuivit-il en enlaçant son épouse. Nous avons 4 fils, et il est évident que notre royaume n'est pas assez vaste pour eux. Évidemment, si Gauvin un jour devenait le haut roi, alors tout serait différent. Morgause baissa la tête. Elle avait toujours su que son époux n'éprouvait pour Arthur aucune amitié. Il n'en avait pas eu davantage pour Uther, mais elle ne l'imaginait pas aussi cynique. Parlez-moi sans détour. Dois-je comprendre que vous me demandez de tuer l'enfant de Morgane lorsqu'il viendra au monde? Non. Je dis seulement que la vie d'un nouveau-né est fragile et demande beaucoup de soins. Peut-être serait-il bon que quelque négligence... Pour l'instant, je dois me rendre auprès d'elle, se contenta de répondre Morgause, l'empêchant ainsi de préciser davantage sa pensée. En bas, dans la salle des femmes, le sol avait été recouvert de paille fraîche, et une pleine bassine de gruau bouillait dans l'âtre. La nuit risquait d'être longue. Morgane, qui avait revêtu une robe très ample et dénoué ses cheveux, allait et venait à petits pas compter dans la pièce au bras de Mégane. Morgause s'avança vers la jeune femme. « Venez avec moi maintenant. Nous allons marcher ensemble. Ainsi, Mégane pourra préparer les langes du bébé. » Morgane la regarda comme un animal sauvage pris au piège. « Cela va-t-il être long, ma tante ?» demanda-t-elle, le visage défait. « Non, ne vous inquiétez pas, » dit tendrement Morgause. « Tout ira très vite maintenant. » Mais intérieurement, ces paroles d'apaisement contredisaient ses craintes. « Ce ne sera pas facile, » se disait-elle. « Elle est trop menue. De plus, elle n'a jamais été heureuse de porter cet enfant. Il est hors de doute qu'elle a devant elle une longue nuit, une nuit douloureuse. » Mais, se souvenant que Morgane avait le don de seconde vue et qu'il était inutile de lui mentir, elle ajouta en caressant sa joue pâle. « Bien sûr, c'est toujours un peu long de mettre un premier enfant au monde, mais nous allons faire tout notre possible pour vous aider. Quelqu'un a-t-il apporté une chatte ? » « Oui, en voici une, » répondit une servante en apportant l'animal. « Les chats portent leur enfant en ronronnant, sans jamais souffrir, ni se plaindre, » expliqua Morgause. « Asseyez-vous, gardez cette chatte sur vos genoux et caressez-la. Vos douleurs en seront grandement atténuées. » Morgane s'exécuta avec résignation et, l'air détendu, commença à passer sa main sur la fourrure du petit animal assoupi. « Je suis si fatiguée, gémit-elle, le visage crispé. « Oh, je voudrais tant qu'il soit déjà là. » Mais regrettant aussitôt cet instant de faiblesse, elle se mordit les lèvres et demanda à nouveau à arpenter la pièce jusqu'à sa délivrance. Les heures s'égrenèrent lentement. Quelques femmes dormaient couchées à même le sol, d'autres assistaient à tour de rôle, dans sa marche chancelante, la future accouchée. Elle avait de plus en plus peur, elle était de plus en plus pâle. Quand vint l'aube blafarde, malgré son extrême épuisement, sa difficulté de plus en plus douloureuse à mettre un pied devant l'autre, elle comprit néanmoins que le moment n'était pas encore venu de s'allonger sur la paille. Ou bien elle avait froid et ramenait autour d'elle sa vieille cape de fourrure, ou bien elle avait trop chaud et la jetait à terre, éprouvant à intervalles réguliers d'incontrôlables hauts-le-cœur, l'obligeant à cracher une sorte de liquide bilieux verdâtre. Finalement, un peu avant midi, elle dut s'étendre sur le sol, serrant les lèvres jusqu'au sang pour ne pas hurler de douleur. Morgause s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Le père de l'enfant était-il beaucoup plus grand que vous ? Lorsqu'un enfant est long à venir, cela veut dire parfois qu'il est un peu trop fort pour sa mère. »
Et de nouveau, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises, Morgause s'interrogea sur l'identité de ce père. Elle avait vu Morgane, les yeux fixés sur Lancelot, tout au long du couronnement d'Arthur. Se pouvait-il donc qu'elle l'ait pris comme amant? Était-ce là la raison de la colère de Viviane et ce qui l'avait poussée à s'enfuir d'Avalon? « Qui est le père ?» demanda doucement Morgause. « Je n'ai pas vu son visage. Il est venu à moi sous les traits du grand cornu. » Lasse de veiller, et nullement dupe du mensonge de la jeune femme, Morgause quitta la salle des femmes et revint dans le grand vestibule, où les hommes jouaient aux osselets. Lot les regardait, assis sur un banc, tenant sur ses genoux une jeune suivante, dont il caressait distraitement les seins. Effarouchée par l'entrée inopinée de sa maîtresse, la jouvencelle tenta de s'échapper des bras de Lot. « Reste où tu es, » l'interrompit Morgause. « Nous n'avons pas besoin de toi pour l'instant. Ce soir je resterai avec Morgane, et je n'ai guère le temps de te disputer les faveurs de ton maître. Demain je te le reprendrai, si tu veux bien. » La servante baissa la tête en rougissant, et Lot demanda. « Eh bien, où en est-on avec Morgane ? » « Les choses se présentent mal. Jamais pour aucun de mes fils je n'ai éprouvé tant de difficultés. » Morgane, en effet, était maintenant à genoux sur la paille, très droite, pour faciliter la descente de l'enfant. Mais brusquement elle s'affaissa, et 2 servantes durent la relever. Elle était en larmes, et s'efforçait, courageusement, d'avaler ses sanglots, en se mordant les lèvres. Revenue auprès d'elle, Morgause s'efforçait de la réconforter. Se redressant alors dans un ultime sursaut, Morgane s'agrippa au cou de sa tante et, les yeux perdus dans le vague, s'écria. « Mère, mère, je savais que vous viendriez. » Puis son visage se convulsa, elle rejeta la tête en arrière et prononça une succession de paroles incompréhensibles. « Tenez-la, madame, tenez-la bien. Non, pas ainsi, mais maintenez-la droite, » criait Mégane. Morgause, soutenant de toutes ses forces la jeune femme sous les bras, la sentait trembler comme une feuille dans la tempête. Se raidissant sous l'effort, elle empêcha par 2 fois le pauvre corps tordu par la douleur de s'abaisser, définitivement. Morgane cria encore. « Mère, mère !» sans que Morgause sût si elle appelait à son secours Igerne ou la déesse. Puis enfin, elle s'effondra inconsciente dans les bras de Morgause, tandis qu'une âcre odeur de sang se répandait dans la pièce et que Mégane élevait à bout de bras un petit paquet sombre et tout gluant. « Regardez, Morgane, regardez, vous avez un magnifique garçon !» clama-t-elle avant de se pencher sur l'enfant pour lui souffler dans la bouche. Alors, le nouveau-né poussa un cri aigu, comme s'il protestait furieusement contre ce monde glacial qui s'ouvrait à lui. Mais sa mère, les yeux clos, gisant toujours dans les bras de Morgause, ne fit pas un effort pour le regarder. Une fois le bébé lavé et emmailloté, Morgane, revenue à elle, accepta de boire une coupe de lait chaud, avec du miel et des herbes contre l'hémorragie. Puis elle s'endormit comme une masse. « Elle va guérir, » pensa Morgause, stupéfaite qu'une joute aussi violente ait pu laisser la mère et l'enfant bien en vie. Mais il est fort probable qu'elle n'en aura jamais d'autre. Prenant dans ses bras le petit être emmailloté, elle interrogea alors avec curiosité son visage chiffonné. Le nouveau-né avait une jolie peau rose et satinée, des cheveux sombres, les traits réguliers. Oui, il était bien comme Morgane, un enfant des fées. Peut-être le fils de Lancelot. Quoi qu'il en soit, il serait proche du trône du roi Arthur. L'important maintenant était de le confier à une nourrice, bien qu'il fût certain que, dès qu'elle se serait reposée un peu, Morgane voudrait nourrir son enfant. C'était toujours ainsi. Plus dure avait été la lutte, plus grand chez la mère se révélait l'amour, et plus fort le plaisir de sentir la petite bouche boire à son sein. Mais tout à coup, les paroles de Lot lui revinrent en mémoire. « Si tu veux voir un jour Gawain sur le trône, cet enfant lui sera un obstacle. » Or, pour ce petit être maintenant dans ses bras, respirant à peine, serait-ce vraiment un grand malheur, si très vite la vie venait à le quitter ?
Ne le connaissant pas, Morgane n'en ressentirait aucun chagrin, et n'y verrait que la volonté de la déesse. Ah! Si seulement elle pouvait être sûre que ce fils était bien celui de Lancelot. Comme elle regrettait en cet instant d'être si peu initiée aux procédés magiques. Eux seuls lui auraient permis de connaître la vérité. Certes, elle n'avait pas à Avalon porté suffisamment d'intérêt à l'enseignement des druides. Mais parente de Viviane, choyée par les prêtresses et élevée dans leur intimité, ne pouvait-elle pas malgré tout, en cette grave occasion, tenter de faire appel aux forces de la magie? Animée d'une soudaine détermination, elle s'enferma dans la chambre où l'on avait installé Morgane et son bébé et ranima le feu. Puis, elle coupa prestement 3 cheveux de la toison soyeuse qui poussait déjà sur la tête de l'enfant et, se penchant sur Morgane endormie, procéda au même prélèvement. Ensuite, elle piqua le doigt du nouveau-né avec un poinçon et le berça pour calmer ses cris de protestation. Enfin, ayant jeté dans le feu les cheveux mélangés à des herbes et aux gouttes de sang de l'enfant, elle murmura une formule magique et observa les flammes. Immobile, osant à peine respirer, elle regarda s'élever, se tordre et mourir les minces volutes de fumée, laissant entrevoir, une brève seconde, un visage à peine esquissé. Un visage jeune, couronné, aux cheveux blonds, surmontés de ramures, avec des yeux semblables à ceux du ter. Morgane n'avait donc pas menti, en disant que le père était venu à elle sous les traits du dieu cornu. Le grand mariage avait donc été célébré pour Arthur avant son couronnement? Viviane avait tout prévu. Ainsi, l'enfant était le fruit de 2 lignées royales. Arthur et Morgane? Non, ce n'était pas possible. Et pourtant... Un léger bruit la fit soudain se retourner. Morgane la regardait. Debout, pâle comme la mort, cramponnée au montant du lit, ses yeux fixaient maintenant le feu et les objets magiques répandus devant l'âtre. « Morgause, articula-t-elle avec peine. Morgause, jurez-moi si vous m'aimez, de ne jamais souffler mot de tout cela à Lot, ni à personne d'autre. Jurez-le-moi. » Morgause alla vers elle, la prit doucement par le bras et la reconduisit jusqu'à sa couche. « Venez, ma pauvre enfant, venez vous reposer. Nous allons maintenant tranquillement parler un peu toutes les deux. » Mais Morgane répétait, de plus en plus agitée, les yeux brillants de fièvre. « Jurez-moi de ne rien dire, jurez-moi le secret, ou je vous maudis par le vent, par le feu, par la mer et par la pierre. » « Oui, » l'interrompit Morgause en lui prenant les mains pour tenter de la calmer. « Oui, voyez, je le jure, je le jure. » Comme elle aurait voulu dire le contraire, mais il était trop tard. Elle avait juré tant elle redoutait d'être maudite par une prêtresse d'Avalon. « Reposez-vous maintenant, reposez-vous. Il faut dormir un peu, » chuchota-t-elle, l'esprit ailleurs, tandis que Morgane s'allongeait docilement et fermait les yeux. Perdue dans ses pensées, Morgause s'assit près d'elle et se prit à réfléchir intensément. Arthur a été élevé en chrétien. Cet enfant de l'inceste sera donc pour lui une impardonnable honte. Il est toujours utile de connaître les secrets d'un roi. Ainsi ai-je réussi à m'imposer auprès de Lot. J'en ai fait ma chose, car je connaissais ses penchants et ses fantaisies amoureuses. Le bébé se réveilla et se mit à pleurer. Morgane aussitôt, comme toutes les mères dont l'enfant pleure, ouvrit les yeux. Trop faible pour bouger, elle murmura. « Mon enfant, Morgause, je voudrais l'avoir dans mes bras. » Morgause se pencha pour le prendre et le remettre à sa mère. Mais brusquement elle hésita. Si Morgane, une fois seule, le tenait dans ses bras, elle voudrait aussitôt le nourrir. Elle l'aimerait donc et s'inquiéterait de sa santé. Entre eux deux se créerait un lien indestructible. Il fallait empêcher cela à tout prix. « Non, Morgane, » répondit-elle avec fermeté.
Vous n'êtes pas encore assez forte pour le tenir dans vos bras et le nourrir. Et, si vous le prenez maintenant, il n'acceptera jamais ensuite de téter sa nourrice. Vous pourrez le prendre et le garder près de vous dès que vous serez un peu remise, et qu'il aura commencé à se nourrir normalement. » Morgane poussa un cri en tendant les bras, mais Morgause, refusant de se laisser flanchir, saisit l'enfant et sortit rapidement de la pièce. « Nous en ferons l'enfant adoptif de Lot, et nous l'utiliserons s'il le faut contre le haut roi, pensa-t-elle. Je suis certaine que Morgane, lorsqu'elle sera tout à fait remise, s'inquiétera fort peu de son fils, et sera même heureuse de me le confier.